dès maintenant, pour la prochaine séquence, j'invite Martine Esquirou du réseau IWF, qui est également co-organisatrice des Assises de la parité, à monter sur scène pour animer la prochaine live session, projet entrepreneurial, comment oser. Je suis absolument ravie de cette 4e édition des Assises de la parité, de vous voir participer aussi nombreux. Et je suis très heureuse également d'introduire la session sur le projet entrepreneurial, comment oser, avec Christelle Gimaré, présidente et fondatrice d'EcoClean, Myriam Beeves d'Assosystème, Clara Getzel et Sarah Kanj, d'Amazon et Sarah Kanj pour sa start-up Leventim, et Céline Tranchant de la PEC. Merci à vous d'être là. Alors comme vous voyez, ce n'est pas totalement paritaire, mais c'est normal puisque c'est projet entrepreneurial au féminin. Vous savez tous à quel point il est difficile pour les femmes non seulement de créer, mais également d'avoir accès à des financements lorsqu'elles créent leur start-up. Et à tout seigneur, tout honneur, je vais démarrer avec mon amie Christelle, qui a perdu son téléphone et qui en connaît un rayon puisqu'elle a créé EcoClean il y a 12 ans. Elle a traversé toutes les étapes, toutes les difficultés. Elle a vaincu absolument tout ça. Et aujourd'hui, elle est à la tête d'une entreprise extrêmement successful. Est-ce que tu peux d'abord nous dire un mot sur EcoClean et EcoClean on Demand? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, merci Martine. Alors, donc, j'ai créé il y a 17 ans, en fait, mais elle ne me voit pas vieillir, en fait. En 2005. Non, mais tu restes jeune. Voilà. Donc EcoClean, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une société de nettoyage à l'origine B2B, donc destinée aux entreprises, puisque je voulais que les gens qui font le ménage soient sortis de l'ombre bien avant qu'on en parle dans les médias. Parce qu'en 2005, quand on parlait de produits respectant l'environnement et surtout les cleaners et les clients, personne ne savait de quoi je parlais. Quand j'ai voulu imposer le travail de jour, on m'a pris pour une folle. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a 40% des entreprises de nettoyage qui proposent le travail de jour. Voilà, parce qu'il était hors de question que les gens qui font le ménage ne sont pas des petites fées, des petits fantômes qui interviennent la nuit pendant que vous dormez. Et le matin, vous accompagnez leurs enfants, eux aussi. Puis le soir, ils ont aussi le droit d'avoir une vie et d'avoir des week-ends. Donc chez nous, on ne travaille que du lundi au vendredi, de 8h à 20h. Et EcoClean on Demand, c'est la déclinaison B2C qui est née pendant le Covid et qui là est le Uber du nettoyage. Et là, vous allez hurler parce que vous dites, la nana, elle nous parle d'un pack de RSE, elle dit Uber. Alors Uber dans le fonctionnement, puisqu'en fait, on a dupliqué le logiciel Uber pour pouvoir faire accès à des femmes et des hommes de ménage en temps réel, géolocalisé, des gens qui, lorsque vous allez commander une pizza ou un taxi, vous pouvez commander une femme de ménage qui arrive dans les 10 minutes chez vous et qui fait le ménage. Voilà, et elles sont payées 18 € de l'heure versus 9 € le SMIC en vigueur. Voilà. Alors, EcoClean a de très nombreux clients, des clients prestigieux. Je crois que il y a Notre-Dame de Paris, le chantier de Notre-Dame de Paris, l'Élysée, Airbnb. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous dire comment Christelle a oublié de vous dire qu'elle était prof de maths, donc elle n'avait pas forcément... Dans une ancienne vie, quand j'avais un vrai métier. Elle n'avait pas forcément la start-up isation, si je puis dire, dans son ADN. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les grandes étapes pour toi, d'abord pour trouver des clients et ensuite pour lever des fonds? Alors, pour trouver des clients, j'ai envie de dire, lorsqu'on arrive sur un marché qui est complètement saturé, parce qu'en 2005, il y avait déjà 17 000 entreprises de nettoyage dans Paris intramuros. Donc, si c'était pour être la 17 001e, ça n'avait aucun sens. Et puis moi, j'ai toujours voulu monter une boîte pour changer les lignes, changer les codes. Et j'aime bien quand c'est le bordel et quand ça rebat les cartes du marché. Non, ça vous couperez au montage, s'il vous plaît. Donc, du coup... Vous avez le choix lorsque vous montez une boîte, soit vous la montez pour vous, pour vos clients, soit vous la montez pour effectivement, alors pas changer le monde, mais changer leur monde. Et leur monde, ce sont mes cleaners, où, comme je vous ai expliqué, je voulais qu'ils aient une vraie vie, voilà, qu'ils
Puis c'est pas parce qu'on a un métier qui est pas très, c'est pas fun de faire le ménage, on va pas se cacher, même chez EcoClean. Mais n'empêche que si c'est sur des horaires avec une géolocalisation qui fait que vous avez jamais plus de 3 ou 4 stations de métro entre 2 clients, ça change la donne. C'est quand même mieux que d'avoir des coupures de 5 heures alors que vous habitez en banlieue, que vous n'avez même pas le temps de rentrer chez vous et que du coup, vous êtes sur un banc à attendre que le temps passe et votre amplitude horaire, elle peut faire 18 heures pour gagner même pas le SMIC. Donc voilà, donc du coup, moi j'ai créé ma boîte en prenant le prisme des salariés et non pas du client. Mais comme je voulais faire le bien pour les salariés, forcément, par capillarité, ça fait le bien pour les employés, les employeurs, enfin les clients, dans la mesure où ils sont intégrés aux équipes chez mes clients. Et donc, du coup, ils ont l'impression, eux aussi, qu'ils sauvent le monde à travers EcoClean. Donc, ça, c'est cool. Je veux dire que c'était ton argument marketing principal. Aidez-moi à sauver le monde. Alors, c'était surtout aussi parce que les clients, faut quand même leur... C'est bien de leur dire, vous allez sauver le monde, je vais être votre vecteur de communication RSE, mais quand vous leur démontrez qu'avec nous, lorsque vous faites intervenir des gens, lorsque vous êtes présent, eh bien, vous ne remettez pas vos clés, vous ne remettez pas vos digicodes, vous ne remettez pas de badge d'accès, ou en tout cas, quand vous en remettez un, la personne est tracée. Donc, moi, j'ai plutôt joué sur l'aspect sécuritaire au départ. Ça a été mon angle de pénétration de marché. Et puis après, ça a été les produits écologiques, labellisés, biosourcés maintenant, et puis aussi le respect des conditions de travail. Voilà. Tu as fait une première levée de fonds, tu es en train d'en faire une seconde pour EcoClean on Demand. Alors, tu es une femme sur le marché du nettoyage industriel. Comment les financiers te voient ? Alors, ça dépend de la phase de financement. C'est-à-dire que la première phase de financement, moi, j'ai pu obtenir quasiment 1,2 million sur un cabis qui avait 48 heures, puisque c'était EcoClean on Demand, qui est complètement dissocié d'EcoClean. Et là, je vous avoue que là, c'est un peu plus dur. Bon, après, on va remettre les choses dans le contexte. Cette levée est très longue. C'est pas que structurellement, c'est le problème, c'est conjoncturellement. On a quand même créé en plein Covid. Puis après, on s'est tapé la guerre en Ukraine. Puis là, comme ça ne suffisait pas, c'est un peu la récession. Et une récession qui, je pense, il y a beaucoup de boîtes, on a vu là, qui sont au tapis, parce que survalorisation, les actionnaires qui veulent récupérer leurs billes plus vite que prévu, etc. Donc je me dis, toujours dans ma vie, lorsque ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Et là, je me dis, on nous a proposé 30 millions il y a 6 mois. Heureusement que finalement, le deal n'a pas abouti, parce que sinon, on serait dans le même cas que le dernier en date, Luco, qui est au tapis aussi, voilà, parce que survalorisation. Voilà, donc ma boîte ne vaut pas du tout 30 millions. Mais nous en avons conscience. Elle vaut plus. On espère qu'elle va valoir ça. En tous les cas, merci. Oui, mais c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est effectivement, il faut que les boîtes soient pérennes, qu'elles soient rentables. Et si en plus elles sont portées par des femmes, c'est malheureusement encore un obstacle. Voilà. Même si tu as été lauréate de la Veuve Clicquot, à juste titre. Alors nous, on a gagné plein de prix, en effet. D'ailleurs, quand il y a mon nom dans les listings, les gens ils disent oh là là, Yajimari, on n'y va pas, on va perdre. Mais bon, ça n'empêche que ça reste dur. Voilà, ça reste dur. Bravo et merci. Céline. Alors, Céline Tranchant travaille pour la PEC. Elle a fait des allers-retours. Elle a d'abord été salariée, puis elle a créé sa boîte, puis elle est revenue au salariat pour la PEC il y a 2 ans pour pouvoir accompagner précisément, elle a un certain tropisme, les projets d'entrepreneuriat et notamment dans le cadre d'un dispositif ad hoc qui s'appelle démission conversion. Est-ce que vous pourriez nous dire quel type de projet vous accompagnez, comment vous les sélectionnez ? Alors, j'accompagne les projets. Alors, tout type de projet, j'ai envie de dire. Pour autant, le dispositif démissionnaire dont vous parlez est un des dispositifs qui permet quand on a un projet de création d'entreprise notamment, de pouvoir démissionner sous certaines conditions évidemment, avec des conditions liées au système de rémunération Pôle emploi et puis avec des conditions évidemment, un caractère réel et sérieux du projet. On ne démissionne pas comme ça pour créer une entreprise par hasard. Donc j'accompagne dans ce cadre-là. Comment on accompagne, c'est un peu difficile à dire en fait, parce que on accompagne à partir du moment où vous venez dans notre bureau, à partir du moment où vous faites un appel téléphonique à la PEC et à partir du moment où vous venez dans notre bureau, et on accompagne en fonction de là où vous en êtes surtout.
on accompagne des projets qui sont quasi aboutis, et du coup, à la marge, on va donner peut-être un cerveau neuf est toujours plus pertinent que celui qui travaille sur son projet depuis des mois. Donc à la marge, on va peut-être donner 1 ou 2 ou 3 points de vigilance au conseil sur la personne, sur le projet en lui-même, sur le côté parfois statut, avec une réserve sur les statuts, puisqu'après, ce n'est pas notre rôle non plus, on n'est ni avocat fiscaliste, ni expert comptable, donc ça s'arrête à un moment donné. Et on accompagne à partir du moment où vous arrivez dans notre bureau et jusqu'au moment où vous en avez besoin, en fait. Vous accompagnez combien de projets par an? Alors, j'ai peu de données chiffrées, malheureusement. Ça fait partie des études qui devraient être lancées, d'ailleurs, je pense. Je regardais, je suis sur le centre qui est rue de la Boétie. Sur le centre de la Boétie, alors sur 445 projets d'entrepreneurs entre janvier et juin. Alors, pas toute seule, je vous rassure. Sinon, je travaille le jour et la nuit. Et je suis d'accord, on n'aime pas travailler le jour et la nuit. Sur mon portefeuille, j'ai à peu près 135 projets de création d'entreprise, sachant que c'est quand même des projets qui prennent entre 2 heures et 8, 10 heures, 12 heures d'accompagnement. La question qui tue, à parité, bien entendu. Alors, oui, presque. Presque quand même. Contrairement à ce qu'on s'était dit, j'ai revérifié, presque quand même. Pour autant, on n'est pas tous égaux en droit, je dirais. Oui, il y a une certaine parité, mais j'ai plus envie de dire la façon ou la raison pour laquelle une femme va créer une entreprise par rapport à un homme est absolument pas la même. Un homme, il va pouvoir dire « moi, j'ai envie d'être libre ». Une femme, elle va dire « moi, j'ai envie d'être libre », mais dans le mot « liberté », elle ne donne pas du tout le même sens. La femme, elle a envie d'être plus libre pour pouvoir faire en sorte que son projet de création d'entreprise s'insère dans sa vie au global, qu'elle ait plus de temps à dédier à sa famille, par exemple. Et ça, je le retrouve extrêmement souvent. Un homme, il vous dit « j'ai besoin de liberté ». Mais liberté, il ne vous précise pas ce qu'il y a dedans, mais c'est plus pour lui-même quand même que pour un global dans lequel il insère sa famille. On remarque aussi que les femmes créent, et je rejoins ce que vous disiez, on a il y a une recherche de sens dans les femmes et la création d'entreprise. Il y a j'ai besoin de donner un sens à ma vie. Il y a aussi j'ai besoin de faire bouger le système. Donc on le fait pour des raisons de valeur, pour des raisons, j'ai identifié que dans mon métier, il se passait ça, et du coup, moi, j'ai envie de faire bouger les lignes. Il y a vraiment cette envie-là qui est beaucoup plus prégnante chez les femmes que chez les hommes. Merci beaucoup, on y reviendra tout à l'heure. Myriam. Myriam Bims travaille depuis 2 ans. Elle est directeure de l'Innovation Lab Business chez Dassault Systèmes. Donc c'est tout de suite extrêmement impressionnant. Elle l'a créé avec Frédéric Vacher, qui est le directeur de 3D Experiences Lab. Et il s'agit de quoi? En fait, il s'agit d'une plateforme pour aider les startups qui ont des projets technologiques complexes. Et Dassault Systèmes mais vous allez en parler beaucoup mieux que moi, met à leur disposition des expertises, notamment des ingénieurs, pendant plus de 2 ans, voire 5 ans. Au bout de 2 ans, il y a un premier bilan, voire pendant 5 ans, pour qu'ils puissent réaliser, non pas leur prototype, mais leur jumeau numérique. Je vous laisse la parole, Myriam, pour que vous nous expliquiez ça plus en profondeur. Merci, Martine. Donc, ça fait en fait 6 ans que je suis chez Dassault Systèmes, juste pour la petite précision, mais il n'y a pas de problème. Je voudrais juste en fait peut-être expliquer ce que fait Dassault Systèmes parce que c'est important de le comprendre pour voir après notre valeur ajoutée, comment on va accompagner des startups. Donc Dassault Systèmes, on a dans notre ADN l'intrapreneuriat puisque c'est une spin-off de Dassault Aviation qui a été créée il y a 40 ans par des ingénieurs de Dassault Aviation qui ont créé la première maquette numérique d'un avion. Ensuite, la société a beaucoup évolué. On est passé sur la notion de Product Lifecycle Management, qui est en fait l'idée qu'on va suivre avec la continuité digitale le cycle de déploiement d'un produit, de l'idéation en passant par la conception jusqu'à la commercialisation. Et donc, la société a évolué. Aujourd'hui, on a une plateforme qui s'appelle la 3D Experience Platform, sur laquelle on a un certain nombre de solutions, qui sont des solutions de collaboration, des solutions de design assisté par ordinateur, des solutions de simulation et qui permettent aux entreprises de créer ce qu'on appelle le jumeau numérique,
donc un produit virtuel qui permet d'accélérer le développement de son produit réel et de rendre en fait le développement d'un produit plus durable, puisqu'en fait on va faire moins d'expériences en réel, et donc ça va permettre beaucoup de choses, ce jumeau numérique. Donc ça, c'est ce que fait Dassault Systèmes. Aujourd'hui, on sert 11 industries dans plein de domaines, notamment l'aéronautique qui était notre industrie de départ, mais aussi l'automobile, la construction, l'énergie, la santé énormément, puisque c'est aujourd'hui un secteur stratégique qui est la santé. La santé, vous pourriez peut-être nous donner un ou deux exemples. J'ai entendu Frédéric Vacher l'autre jour sur Vivatech qui parlait de la possibilité pour des chirurgiens d'apprendre sur des jumeaux numériques, sur des organes qui sont des jumeaux numériques. Tout à fait. Alors déjà, peut-être les gens ne le savent pas, mais un médicament sur deux est développé sur des plateformes Dassault Systèmes. Vous avez peut-être eu tous dans votre téléphone, tous anti-Covid, c'est sur des plateformes Dassault Systèmes. Voilà, donc on est très axé dans la santé, mais les gens ne le savent pas, c'est à travers nos marques Biovia et Medidata. Et effectivement, on peut créer des jumeaux numériques d'organes qui ont plein d'avantages, notamment pour les chirurgiens, pour le diagnostic, pour aussi anticiper des interventions chirurgicales, et puis pour faire de la médecine personnalisée, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, chaque personne est différente avec sa morphologie, son profil différent, son genre, le genre aussi compte, et c'est pour ça que les jumeaux numériques ont vraiment une place importante dans la santé, et on y croit énormément. Donc tout ça pour vous dire que ça, c'est ce qu'on propose. Et du coup, on accompagne des startups. Donc moi, je suis au 3D Experience Lab. C'est un programme qui a 6 ans d'existence, qui a été créé effectivement par Frédéric Vacher, qui est le directeur de l'innovation chez Dassault Systèmes. Pendant 2 ans, on va accompagner des startups qui ont des projets, qui ont des innovations, qui présentent une innovation de rupture. Ça, c'est un critère fort pour nous. C'est important parce qu'en fait, on va les accélérer gratuitement. Donc en retour, nous, ce qu'on attend de ces startups, parce qu'on ne va pas prendre de part dans la société, on ne va pas prendre de propriété intellectuelle, c'est purement gratuit. Et vous n'investirez pas non plus, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et en échange, en fait, nous, on veut apprendre de ces startups parce qu'elles vont éprouver nos solutions, elles vont les utiliser, elles vont nous faire des retours. Et on aura aussi la possibilité d'avoir des cas d'usage pour nos clients industriels. Donc c'est vraiment une collaboration win-win parce que voilà, en contrepartie, nous, on estime que ça a de la valeur pour nous d'avoir travaillé avec ces jeunes entrepreneurs. Donc on sélectionne des projets qui sont en général early stage, qui n'ont pas levé des fonds encore, parce qu'on sait que nos solutions, même si on a des offres start-up, elles ne sont pas forcément facilement accessibles quand on n'a pas de fonds. Donc c'est vraiment un investissement qu'on fait avec l'idée que la start-up va s'accélérer, va se développer, va aller sur la phase d'industrialisation et de commercialisation. Et après, ce seront des clients heureux. Et d'ailleurs, avec 6 ans d'existence aujourd'hui, on a des belles histoires de start-up qui sont arrivées chez nous et qui sont aujourd'hui des clients. Donc on a par exemple un drone qu'on a développé, qu'on a aidé. Donc c'est 4 jeunes qui sont arrivés, qui avaient juste un prototype. Aujourd'hui, ils sont en phase de commercialisation. C'est un drone de surveillance qui est entièrement autonome et qui marche à l'énergie solaire et qui permet par exemple d'anticiper s'il peut y avoir des feux de forêt. Ils peuvent aussi surveiller les côtes. On a aussi une start-up qui s'appelle Damae Medical. Je suis très fière de cette start-up parce que c'est une jeune femme qui l'a créée, Anaïs Barut, qui est une ingénieure. En fait, elle a une double compétence, ingénieure et école de commerce. Et voilà, elle a créé sa société. C'est un système médical qui permet de détecter très rapidement chez un dermatologue les cancers de la peau, les mélanomes. Ça ressemble à un petit pistolet avec un lecteur d'optique très sophistiqué et de l'intelligence artificielle qui permet de scanner la peau et de voir très rapidement si on a un risque ou pas d'avoir un cancer de la peau. Aujourd'hui, quand on a une prédisposition de cancer de la peau, il faut faire une biopsie, ça prend du temps. Et là, on a un diagnostic qui est immédiat, donc ça permet de gagner beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez nous préciser combien de startups vous suivez par an? Parce que ce n'est pas complètement open bar, si j'ai bien compris quand même. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a 60 startups qu'on suit, puisque le programme a 6 ans. En fait, on va les sélectionner selon 2 sessions de pitch par an. Et l'équipe du lab, et ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce n'est pas que l'équipe du lab qui participe à cette sélection, parce qu'aujourd'hui, Dassault Systèmes a un dispositif interne qui fait que tous les employés Dassault Systèmes peuvent participer à ce processus d'open innovation jusqu'à 10% de leur temps. J'aime bien comparer, je ne sais pas s'il y a des gens de Google dans la salle, ils ont le Google Friday, nous c'est tous les jours chez Dassault Systèmes, mais c'est 10% du temps.
Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc on va présélectionner de manière collective, avec l'intelligence collective, avec tous les profils des 25 000 personnes de Dassault Systèmes, parce que comme on travaille sur des projets disruptifs, on n'a pas la science infuse, nous, en tant qu'équipe du lab, même si on anime, on est une petite équipe de 20 personnes réparties dans le monde sur 4 sites, en Allemagne, en France, en Inde et aux États-Unis. Mais du coup, on inclut également des expertises de Dassault Systèmes qui vont nous aider à présélectionner 6 projets par session de pitch. Donc, en moyenne, on en sélectionne 10 à 12 par an. Et qui sont validés par le comité exécutif Et qui sont bien entendu sur cette question. validés par notre PDG Bernard Charlès et les membres du XCOM. Parce que, comme vous en doutez, c'est quand même un investissement conséquent pour Dassault Systèmes. Donc, il faut que ce soit validé. Voilà, et il y a un vote des employés, bien sûr, qui est organisé. Donc, ils sont consultés pour savoir quel est le meilleur projet. Ma dernière question pour vous, c'est combien de femmes parmi ces projets? Parce que vous êtes dans la deep tech et on sait que non seulement pour les femmes, il y a la question du manque d'accès au financement, mais il y a aussi cette histoire de plafond de verre du secteur, en quelque sorte. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a 4 femmes sur 60. Alors ça vous semble pas beaucoup? Je crois que ça Non, fait à peu près semble 6% beaucoup, si je sais faire des maths. pas J'ai une du prof de tout, maths à côté de moi. Je fais le ménage maintenant, tu sais. Mais elle a une plateforme. Mais ça s'explique. Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est très important. Moi, je trouve qu'on ne devrait pas sélectionner un projet parce que c'est une femme, parce qu'en fait, nous, on va sélectionner un projet parce qu'il est bon. Et donc, les femmes qui sont dans notre programme, elles n'ont pas le complexe de l'imposteur en se disant « Ah, je suis là parce que je suis une femme ». Elles sont là parce que leur projet, il est bon, parce qu'en termes de technologie, c'est un bon projet. Et après, effectivement, si on va avoir 2 projets équivalents, peut-être qu'on va vouloir favoriser une femme parce qu'on est sensible à ça. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur les femmes et la tech, on le sait. Même chez Dassault Systèmes, on arrive, je crois, à 30% de femmes, ce qui est génial parce que quand je suis arrivée il y a 6 ans, on était à peine à 20%. Donc je pense qu'il y a déjà beaucoup de progrès qui sont faits. On a beaucoup d'actions aussi auprès des jeunes femmes. Victoire de Marjorie, notre VP communication, est très impliquée dans les Margaret Junior. Voilà, donc on accueille aussi régulièrement dans notre lab des jeunes filles pour les inspirer et on espère leur donner envie de s'orienter sur des secteurs de la tech. Donc, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et on est là. Heureusement qu'il y a des programmes comme les nôtres pour continuer à avancer. Absolument. Merci Myriam et bravo. Clara Getzel, on peut l'applaudir en effet. Clara Getzel, vous travaillez pour Amazon Marketplace. Alors, tout est en anglais chez Amazon, c'est small business, mais on a compris que c'était pour les TPE et les PME. Vous accompagnez donc les chefs d'entreprise, dont vous êtes aperçu notamment dans les chefs d'entreprise de TPE, qu'ils étaient tous conscients que le numérique était important, mais qu'ils n'avaient pas forcément ni les moyens numériques, ni les connaissances suffisantes pour essayer de faire de l'e-commerce, en gros, c'est ça. Donc, vous avez un programme d'accompagnement spécifique pour ces entrepreneurs. Tout à fait. Donc, nous, ce qu'on regarde chez Amazon, effectivement, c'est il y a un chiffre qui nous a parlé, c'est le chiffre du baromètre France Num, qui montre... France Numérique. France Numérique, tout à fait, qui montre que 80% des chefs d'entreprise de TPE et PME françaises ont bien conscience de l'importance du e-commerce pour le développement de leur entreprise, mais que seulement 26% d'entre eux ont une solution de vente en ligne. Donc cet écart, en fait, il est frappant entre la prise de conscience et la mise en œuvre d'une stratégie de vente sur Internet et donc du e-commerce dans la stratégie de leur entreprise. Et par ailleurs, il y a un quart d'entre eux qui expriment le besoin de se faire accompagner. Donc, ils ont compris, mais ils se demandent par quel bout prendre le sujet et comment se lancer sur Internet. Et donc, chez Amazon, on s'est dit que, comprenant cet écart-là et ce besoin-là, on allait mettre en place un programme pour les aider à réaliser leur transformation digitale. Programme gratuit. Programme gratuit qui s'appelle l'accélérateur du numérique, qui a été lancé en 2020, donc on a fêté les 2 ans fin 2022 de l'accélérateur du numérique, et dont l'objectif, c'est de mettre à disposition gratuitement un ensemble de formations en ligne sur tous les sujets du e-commerce
Et maintenant, ça va un peu plus loin parce qu'on a aussi des sujets sur la création d'entreprises elles-mêmes. Donc vous avez 150 modules, sauf erreur de ma part. C'est ça, il y a 12 thématiques, puisque l'idée, c'est vraiment de couvrir l'ensemble des sujets du e-commerce pour donner des outils, des connaissances, et pour les aider à prendre les bonnes décisions. Donc 12 thématiques, ça couvre des sujets très concrets, qui peut être comment créer son propre site Internet, comment positionner sa marque sur les réseaux sociaux, quels sont les outils de marketing digital, toute la partie logistique, évidemment, dans le cadre de vente en ligne, toute la partie d'exécution logistique, et aussi, bien évidemment, toutes les transactions, donc la partie monétaire sur Internet. Donc, l'idée, c'est vraiment de couvrir tout ça, donner des compétences, alors qui peuvent être des connaissances de base pour les gens vraiment qui arrivent en étant totalement novices, ou qui peuvent répondre à des niveaux de maturité bien plus avancés de gens qui se sont déjà, des chefs d'entreprise qui se sont déjà lancés en ligne, mais qui cherchent à se perfectionner et à répondre à des sujets très bien plus avancés, plus pointus. Donc voilà, 150 formations en ligne qui peuvent être des tutoriels de 5 minutes et qui peuvent être aussi des webinaires de 1 heure pour aller plus dans l'approfondissement des sujets. Et depuis fin 2022, nous réalisons aussi ce qu'on appelle des bootcamps, donc des journées en physique. En physique. En physique. Et sur tout le territoire, puisque vous en avez à Bordeaux, à Lyon, à Paris. Tout à fait. On a choisi... Marseille, le prochain. Le prochain non, Marseille, c'était en mars. Le prochain est à Bordeaux. On a choisi d'aller à la rencontre des entrepreneurs dans les territoires et d'organiser des journées de sessions intensives de formation voilà, pour non seulement aller à leur rencontre, mais aussi donner l'occasion évidemment de faire du networking, de faire en sorte que ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise voient qu'ils ne sont pas seuls face à leurs questions et qu'ils peuvent partager avec leurs pairs les difficultés auxquelles ils font face au quotidien et comment on peut aussi trouver des solutions ensemble et s'entraider. Et je crois que vous le faites en partenariat, notamment avec un réseau que nous connaissons bien chez IWF, qui est Femmes de Territoire, de notre membre et amie Marie-Éloi, qui, comme vous le savez, a créé un réseau de femmes entrepreneurs. Elles sont, je ne sais plus si c'est 5 000 ou 6 000, donc vous les accompagnez également dans cette acculturation au numérique. Merci beaucoup. Sarah Ganch, on a commencé par une entrepreneuse de génie, Christelle, on termine par une autre entrepreneuse, sûrement de génie aussi, mais surtout culinaire, qui a bénéficié justement du canal e-commerce d'Amazon. Alors Sarah, vous avez créé l'Eventim en plein Covid, c'était une bonne idée. Vous avez eu un peu de mal, évidemment, à faire connaître votre produit. Heureusement, vous avez eu cette idée de lancer ce produit mystérieux, le Zaatar. Si je faisais un sondage dans la salle, qui connaît le Zaatar? Ah, ben on voit qu'on a des culinaires. C'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même oui, pas c'est mal. bien. Vous le créez dans votre cuisine au départ. Aujourd'hui, vous avez quand même 8 salariés et vous vendez partout et vous faites également des parfums. Oui, c'est ça. Racontez-nous. Alors, moi, de base, j'étais ingénieure et j'ai beaucoup voyagé pour le travail. Et je me rejoins à ce que vous disiez avant. Une des raisons pourquoi j'ai commencé mon entreprise, c'est parce que je suis maman, j'ai 2 enfants et je voulais vraiment être plus présente avec eux. Lorsqu'il y a une grève ou lorsqu'il y a quoi que ce soit, je voulais être là. C'est exactement ce que vous disiez parce que, à mon avis, les papas, ils ne vont pas penser à ce point-là le jour où ils décident de se lancer. Quand j'ai lancé, c'était vraiment en cherchant un bon Zaatar en France que je n'en ai pas trouvé. Est-ce que vous pouvez dire pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du Zaatar? Alors, je vais vous raconter rapidement. Alors, c'est un mélange. Moi, je suis d'origine libanaise. Et le Zaatar, c'est un mélange qui est de thym sauvage, de sumac et de graines de sésame. Il est super bon. On peut le mélanger juste avec de l'huile d'olive, ça se mange comme une tapenade. Et on peut aussi l'utiliser comme des épices. Ça se met avec tout, le poisson, le poulet, les légumes rôtis, avec tout ce que vous pouvez penser. Aujourd'hui, on travaille même avec des chefs étoilés qui utilisent nos produits et qui ne savaient même pas avant ce que c'était du Zaatar. Et ça me fait plaisir. Alors au début, quand je me suis lancée, c'était vraiment durant la période du Covid que je cherchais un bon Zaatar parce que je ne pouvais pas en avoir du Liban, ma grand-mère ne pouvait pas m'en envoyer et que j'en avais pas trouvé.
Et je me suis dit, ben, pourquoi pas le préparer moi-même. J'ai commencé vraiment dans ma cuisine, avec un tout petit robot à la maison, à faire le mélange, à faire torréfier les graines de sésame à la poêle. Et j'ai essayé de vraiment voir où est-ce que je peux vendre ce produit. Parce qu'il faut toujours penser que ce que nous, on mange, ça ne veut pas dire que vous allez le manger, la voisine va le manger, et ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre va l'acheter. C'était vraiment pas facile de convaincre les épiceries fines d'avoir mon produit chez eux, les chefs d'utiliser mon produit dans leur cuisine et les particuliers d'acheter mon produit. Alors j'ai essayé de contacter les marketplaces qui vendent bio, qui vendent naturel, et j'avais tout le temps des refus. J'avais jamais eu, j'avais pas d'encouragement en fait. Et je me demandais, parce que quand on commence, on est tout le temps dans le doute. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je dois démissionner? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois le faire? Et c'est vrai qu'on a besoin d'entreprendre, on a besoin d'être libre, on a besoin de gagner sa vie, d'avoir cette balance vie professionnelle et familiale. Mais est-ce que ça va? Est-ce qu'on pourra le faire? Alors, Amazon, c'était jamais une option ou même une idée. Mais quand j'ai eu des refus de partout, je me suis dit, pourquoi pas essayer de le vendre sur Amazon. En janvier 2021, j'ai préparé des pots. Moi, j'habite sur Strasbourg, mon atelier il est à Strasbourg. Je n'avais même pas trouvé des pots à Strasbourg. Je suis partie en Allemagne pour acheter des pots parce que là-bas, on en trouvait. J'ai acheté 30 pots, je les ai étiquetés, j'ai envoyé à Amazon. Ça s'est vendu très rapidement. Et ce qui était bien dans mon cas, c'est qu'en 3 mois, on a été directement Amazon Choice, parce que le point positif sur Amazon, c'est que le client, c'est lui en fait qui met la note du produit. Et ça, quand on part dans une épicerie fine, c'est le propriétaire qui va noter le produit. Et des fois, si une personne n'aime pas notre produit, ça veut dire que c'est bon, on ne peut plus continuer. Sur Amazon, c'était une option pour moi, et aujourd'hui, je le dis vraiment, c'est pas parce que Clara est là, c'est pas elle qui achète mon produit, mais c'est vraiment, sans Amazon, ma boîte n'aurait pas existé aujourd'hui. En 3 mois, on est devenu Amazon Choice, et aujourd'hui, on a plusieurs salariés, on a 2 femmes. Jusqu'à maintenant, j'essaye de travailler avec des femmes. Et on travaille dans un ESAT qui fait travailler des personnes handicapées qui, eux, préparent nos produits. On vend nos produits dans plusieurs pays en Europe. Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne. Et tout ça sans levée de fonds, puisque je crois que vous ne travaillez que sur fonds propres, oui, sur votre propre chiffre d'affaires. Parce que, je le répète, au début, j'avais pas vraiment confiance en moi et en mon produit. J'avais pas confiance parce que quand j'avais plein de refus, plein de non autour, et je me disais, je veux pas prendre de levée de fonds, avoir une faillite et après devoir payer ça. Comment régler ça? Et c'était aussi la période du Covid. Du coup, c'était pas très facile d'accéder aux banques, d'expliquer notre idée, notre projet. Mais vous y êtes arrivé. Un très grand bravo. Nous avons encore peut-être 5 minutes. Merci. Je voudrais vous poser à toutes la même question, et je vais commencer par Céline, qui accompagne de nombreux start-upers et des projets d'entreprise. Est-ce que vous avez 1, 2 ou 3 points qui vous semblent absolument essentiels d'avoir en tête lorsqu'on se lance dans un projet entrepreneurial et qu'en plus on est une femme? Bien se connaître et savoir pour quelles raisons on le fait, ça c'est important. Se faire accompagner, ça c'est un autre point, parce que souvent on se retrouve un peu seul et voilà, on rencontre des difficultés que peut-être on aurait pu surmonter si on avait été accompagné. Et puis bien s'entourer. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Bien s'entourer de réseaux, comme vous parliez tout à l'heure, bien s'entourer de famille, amis, personnes ressources. En tout cas, je pense que c'est la clé de la réussite. Après, les chiffres le disent, mais pour un bon départ en tout cas, et pour faire en sorte que ce soit pérenne. Merci beaucoup Céline. Sarah, 1, 2 ou 3 conseils? Le premier, bien s'entourer. Ça, c'est la base, parce qu'on est des êtres humains et on a vraiment tout le temps besoin de quelqu'un autour de nous. 2, je dirais,
il y aura toujours des problèmes, mais il faut trouver la solution, il faut s'adapter. Il faut vraiment, parce que quand on lit, on regarde qu'il y a 30% des entrepreneurs en France sont des femmes, 20% sont dans le commerce, on a tout le temps peur. Mais il faut se lancer et il faut s'adapter. Quand il y a un problème, il faut trouver la solution. Bravo. Vous avez montré que vous pouviez le faire, Clara. Je rebondis sur l'accompagnement. Définitivement, quand on va faire ces fameux bootcamps en région, on rencontre aussi les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et d'artisanat, et on raconte finalement quel est l'ensemble des ressources, ça et là, qui sont disponibles, et on se rend compte aussi à quel point les entrepreneurs qui viennent à notre rencontre sont finalement démunis parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont disséminées et qu'ils ont du mal à identifier et à les solliciter. Et donc, il y a effectivement beaucoup de choses, et c'est parfois difficile de se repérer, de s'y retrouver et d'aller vraiment trouver la bonne ressource sur les différents sujets, les différentes problématiques qui se posent. Mais ça existe. Donc, oser pousser les portes. Myriam. Alors moi, mon conseil, c'est bien sûr tout ce qui a été dit avant. Et je rajouterais, en fait, ne pas avoir peur. D'ailleurs, je conseille un livre qui tourne chez Dassault Systèmes dans le réseau de femmes, qui s'appelle « La théorie de la veste », qui a été écrit par Annabelle Roberts, je ne sais pas si vous le connaissez. La théorie de la veste. S'entraîner à se prendre des vestes toute la journée, parce que quand on crée une société, on se prend des vestes. Il ne faut pas avoir peur de se relever et de continuer, et d'être résilient et d'être persévérant. Donc, il y a des gens qui vont vous dire 5 fois non avant de vous dire oui. Il faut le savoir. Donc ça, c'est mon conseil. Et puis un autre conseil, c'est surtout aussi, comme quand on est entrepreneur, on est comme un athlète de haut niveau. Il faut des temps de récupération, comme tout le monde. Et donc, prenez soin de vous. Voilà, trouvez-vous des espaces. Et c'est très personnel, ça dépend de chacun. Il y en a qui font de la boxe, il y en a qui font du yoga, il y en a qui font de la cuisine. Voilà, trouvez votre petit cocon qui va vous permettre de récupérer. De la cuisine avec du za'atar, bien sûr. Exactement. Merci beaucoup, Myriam. Christelle, on a démarré par toi, on termine par toi. C'est tout à fait logique. Moi, le premier conseil que je donnerais, mais ça, c'est mon passé de présidente de la Fédération des Premières, qui est un réseau d'accompagnement d'entrepreneurs féminins, c'est la première question à vous poser, c'est cap ou pas cap. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez y répondre. Et si la réponse, c'est pas cap, restez salarié, honnêtement. Ou faites de l'entrepreneuriat parce que c'est un petit peu moins risqué. Par contre, si la réponse est cap, alors là, il faut y aller. Et il ne faut pas écouter votre entourage, parce que le premier ennemi, vous allez le voir, c'est votre entourage. Ça va de votre mari qui va vous dire « Ouais, mais t'es jamais à la maison ». Vos gamins « Ah, t'es encore en train de travailler sur l'ordinateur ». Alors qu'ils regardent YouTube, ils s'en fichent que vous soyez là ou pas. Donc déjà, la première question, c'est vous et vous-même. Voilà, parce que même le chien, il peut s'y mettre. Genre, t'es là, mais on ne sort pas, c'est quoi? Donc déjà, ça, c'est la première des questions à se poser. Ensuite, c'est ne pas confondre détermination et obstination. Détermination, il faut être déterminé parce qu'effectivement, on est des athlètes de haut niveau et l'unique but, c'est d'aller sur votre target. Alors moi, je vous l'ai défini, ma target, c'était de changer le monde. C'est un tout petit objectif, voilà, mais j'y travaille tous les jours. L'obstination, ce serait de voir que ça ne fonctionne pas, mais que si, ça va marcher, c'est juste les gens, ils sont bêtes, ils ne comprennent rien à mon produit. Non, si le marché n'est pas réceptif, vous êtes dans l'obstination. Et ça, il n'y a que le fait de partager. À partager avec vos pairs et partager surtout avec, comme on l'a défini, des réseaux d'accompagnement qui peuvent être Dassault, Amazon. Il y a plein de mentorats. Voilà, il y a plein de choses qui existent partout sur le territoire. Et surtout, effectivement, on l'a dit, lorsqu'on va sur l'international, nous, à chaque fois qu'on ouvre un pays, parce qu'on a oublié de le dire, mais on est sur la France, le Canada et la Suède, aller sur les réseaux consulaires parce que il y a le nerf de la guerre, c'est qu'en général, on n'a pas de sous. Et tout ça, c'est gratuit. Les réseaux consulaires sont très, très bien formés et sont complètement gratuits. Voilà, donc n'hésitez pas. À l'étranger, on va sur les chambres de commerce. Et en France, on va sur des entreprises, des réseaux. Puis quand vous serez grande, vous irez chez IWF. Voilà. Merci à vous 5 de ces témoignages précieux, de vos conseils. Et bonne chance à Christelle pour ta deuxième levée de fonds. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition.
Sur tous les sujets qui comptent, C'est à nous d'agir. ensemble, faisons bouger les lignes.